Je connais rien à la natation, mais avec le spectateur dans la salle, donc je suis un peu soulagé, je vois quelques collègues. Philippe m'avait contacté suite à une présentation l'année dernière à un congrès général sur du sport. Il m'avait demandé d'intervenir sur les aspects un petit peu lactatémie, un petit peu sur les échanges, j'essayais de déborder un petit peu et puis de retourner un peu sur les choses un peu plus d'entraînement. Je remercie quand même Jeanne de d'avoir bien débroussaillé le terrain pour moi finalement. Ça m'arrange bien. Ça n'empêche que l'idée de départ, c'est le symposium, c'est l'endurance, méthodologie et processus de développement. Alors qu'est-ce que le lactate vient faire là-dedans? Finalement, on peut commencer par se poser une véritable question, c'est qu'est-ce que l'étude du lactate et de son métabolisme apporte dans la compréhension de l'endurance? Parce que normalement, quand on fait de l'endurance, on n'est pas forcément en train de faire du lactate. Donc il y a quand même une zone là où il faut discuter un petit peu. Et quels sont les processus de développement? Alors, on va rentrer un petit peu dans une petite étude fondamentale, mais simplement c'est pour comprendre finalement pourquoi on parle du lactate. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite par Hogan en 1995 et ses collaborateurs. Et l'idée de départ, c'était voir quel était l'impact du lactate sur, entre guillemets, la fatigue musculaire. Et pour ce genre de travail, c'est toujours plus facile, toujours plus confortable de bien bloquer les facteurs, donc on travaille sur muscle isolé sur l'animal. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un animal, ils lui enlèvent un muscle, ils le désinsèrent, mais ils contrôlent ce qui arrive dans le muscle, comment le muscle est perfusé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent un petit peu de lactate dans ce qui perfuse le muscle, dans le sang qui perfuse le muscle. Donc dans ce cas-là, on est en train de rajouter du lactate, et là on est dans une condition normale. Donc ils prennent un muscle, ils l'électrostimulent, puis au bout d'un moment, la force diminue. Quand ils rajoutent du lactate, hop, il y a une petite chute. Et puis quand ils enlèvent le lactate, de nouveau, on récupère un petit peu de force, puis on diminue. Ils font exactement le protocole inverse avec un autre groupe de muscles. Ils commencent par faire du lactate, par rajouter du lactate, la force diminue, puis au bout d'un certain temps, on arrête d'injecter du lactate, hop, on récupère un petit peu de force, ça continue de diminuer, puis quand on réinjecte du lactate, de nouveau, hop, rupture pente. Et à chaque fois, vous voyez, les conditions se croisent. Les conditions avec lactate sont toujours sous les conditions sans lactate. Conclusion, le lactate a un problème sur la fatigue musculaire, induit la fatigue musculaire. Alors, la question elle était de savoir si est-ce que c'est lié au lactate ou est-ce que c'était lié à la baisse de pH qui est associée généralement à cette baisse, à cette augmentation de la lactatémie. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contrôlé le pH musculaire. Et on s'aperçoit que dans les deux conditions, le pH musculaire était identique. Donc là, dans cette condition-là, la fatigue musculaire était bien induite par le lactate et non pas par la baisse de pH. Ça n'empêche que la baisse de pH qui vient en même temps que le lactate, elle induit aussi une fatigue additionnelle. C'est-à-dire que la baisse de pH induit une diminution de l'activité de la PFK. C'est l'enzyme qui intervient dans la glycolyse. C'est l'enzyme, il y en a plusieurs enzymes qui interviennent, mais en tout cas c'est l'enzyme régulatrice de la glycolyse. Ensuite, la baisse de pH perturbe le couplage excitation-contraction et la sensibilité au calcium est également diminuée quand il y a une réduction du pH. Vous savez tous que la contraction musculaire est conditionnée par largage du calcium par le réticulum sarcoplasmique et puis repompage de ce calcium. C'est un mouvement de calcium. Donc, cette sensibilité au calcium de la fibre musculaire est diminuée. Alors, une étude fondamentale qui date des années 70, c'était l'étude de Hermanson. C'est un cadeau empoisonné. L'étude de Hermanson, où qu'est-ce qu'on voit ici? Ils font un exercice répété de 1 minute d'exercice épuisant, à fond, 4 minutes de repos, 1 minute d'exercice, 4 minutes de repos, 1 minute d'exercice. Et on s'aperçoit, ça c'est le pH musculaire. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a épuisement, à chaque fois le pH musculaire était de l'ordre de 6,4. Donc véritablement, à chaque fois qu'il y a baisse de pH, à chaque fois il y a une fatigue musculaire. Donc la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que toute accumulation de lactate accompagnée d'une diminution du pH conduisent à la fatigue musculaire. En d'autres termes, et ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Jeanne, ça rejoint un peu ce qu'a dit aussi M. Etienne de la Fédération française de ski, c'est que moins l'accumulation de lactate dans l'organisme est importante ou rapide au cours de l'exercice, meilleure sera la performance. En tout cas, c'est un préalable. Et on va pouvoir vérifier
cette relation-là entre lactatémie et fatigue, ou en tout cas attitude à poursuivre un exercice dans différentes conditions. Premier type de conditions, donc les relations qu'il peut y avoir entre lactate et performance, sur les exercices, on va dire, sous-maximaux. Et donc là, on s'aperçoit, on voit la courbe d'évolution de la lactatémie au cours d'un exercice incrémental, alors en fonction de l'intensité absolue ou en fonction de l'intensité relative, c'est-à-dire en pourcentage de VO2 max. J'aurais pu mettre la puissance ici, j'aurais pu mettre le pourcentage de PMA ici, la même chose. Et je vais déterminer arbitrairement une concentration à 4 millimoles, et je vais utiliser cette concentration à 4 millimoles comme un point remarquable de la courbe qui me donne un paramètre que moi j'ai appelé le seuil anaérobie, que d'autres appellent le seuil anaérobie, je ne suis pas le seul, mais bref. Alors j'y mets pas une explication bien physiologique sur le seuil anaérobie. Moi ce qui m'intéresse, c'est que ça me sert comme point remarquable de la courbe. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ce seuil anaérobie, il est étroitement lié à la performance, et là en l'occurrence c'est la performance des rameurs de haut niveau. Il est même plus intéressant que VO2 max, puisqu'il est plus sensible que VO2 max pour expliquer la performance. Ici on s'aperçoit que chez ces mêmes 10 rameurs ici, nous n'avons plus de relation entre performance et VO2 max. Alors, ça ne veut pas dire que VO2 max n'est pas un paramètre important de la performance, ça veut simplement dire que quand on est dans un groupe très homogène, là en l'occurrence de rameurs de niveau, on a les mêmes valeurs de VO2 max approximatives. En revanche, c'est plus suffisant pour discriminer leur performance, alors que le seuil, lui, est capable encore de discriminer les uns des autres. Donc on est bien dans un groupe très homogène de 10 rameurs de niveau. En l'occurrence, ce sont les 10 rameurs qui sont partis à Atlanta en 96. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir maintenant sur l'exercice maximal? Ici, c'est la concentration de lactate que l'on obtient à l'arrêt d'un exercice, après 6 minutes à 90% de la puissance correspondant à VO2 max. Et ici, c'est la performance des rameurs sur 2500 mètres. Et on s'aperçoit que les rameurs qui ont le plus accumulé de lactate pendant la performance, pendant l'épreuve de 6 minutes à 90%, sont ceux qui ont la plus faible performance. Ceux qui ont accumulé le moins de lactate pendant un temps donné à un pourcentage de VO2 max donné sont ceux qui ont la meilleure performance. Un autre corollaire à cette relation, c'est toujours les sujets qui ont le moins accumulé de lactate sont aussi ceux qui sont capables de travailler au plus fort pourcentage de VO2 max pendant l'épreuve de performance. Et à l'inverse, ceux qui ont accumulé le plus de lactate sont ceux qui ont la plus faible performance. Et ça, faites le lien avec ce que vous a dit tout à l'heure Jeanne, sur ce qu'elle avait appelé l'endurance aérobie. D'accord ? C'est le même lien, c'est du même ordre de grandeur. Plus on est capable, moins on accumule de lactate, plus on est capable de travailler à un pourcentage élevé de VO2 max. Et là, on n'est pas tous égaux. Alors, du même acabit, c'est exactement la même chose, simplement là, on n'est plus dans le cadre de rameurs de haut niveau, là on est chez des sédentaires, et au lieu d'avoir fait une épreuve de 6 minutes, on a fait une épreuve de 5 minutes à VO2 max, et là encore, à l'arrêt de l'exercice, ceux qui ont les lactates les plus élevés sont ceux qui se sont arrêtés plus tôt pendant une épreuve de temps limite à VO2 max. Donc là, c'était simplement pour montrer les différences entre les sujets. Alors, toujours garder à l'esprit qu'une concentration sanguine musculaire, enfin une concentration de lactate donnée, n'est pas le reflet que d'un processus de production, c'est toujours le reflet de processus de production, d'élimination et d'échange. Alors si je prends ma concentration sanguine du lactate à un instant donné, elle est le reflet de cette production, de cette élimination, de ces échanges. Il en est exactement la même chose de ce qui se passe dans le muscle. Donc c'est pas parce que j'ai mesuré une concentration à un instant donné que je vais dire lui il a plus produit. C'est pas forcément vrai. Ça peut être lié au fait, s'il a une concentration plus élevée, ça peut être lié au fait qu'il a plus échangé, ou à l'inverse, ça peut être lié au fait qu'il a moins éliminé. D'accord ? Ça c'est important. Alors, maintenant on peut se poser la question de finalement comment, pour aller plus loin, comment peut-on mesurer ces différents processus de production, d'échange et d'élimination ? Donc d'un point de vue méthodologique, en ce qui concerne la production. Pour
mesurer ce qui se passe dans ce compartiment-là. Alors, je vais quand même discuter un petit peu de la représentation graphique que j'ai là. Donc c'est une représentation graphique proposée par Freund et Zouloumian. Donc on considère l'organisme finalement, pendant un exercice intense, comme étant composé de deux compartiments. En fait, c'est le compartiment musculaire, dans lequel il y a vraiment une très grosse production. Et puis, il y a un compartiment marqué par le compartiment vasculaire, où c'est l'espace lactate restant. Et en règle générale, ces deux compartiments communiquent. C'est-à-dire, je produis dans le muscle, je peux éliminer à l'intérieur du muscle, mais je vais en évacuer une partie dans le reste de l'organisme, que je vais donc retrouver dans le sang. Et au niveau du sang, je peux également en éliminer. Alors j'ai une toute petite production au niveau du sang, qui ne correspond pas au sang lui-même, qui correspond aux autres territoires de l'organisme qui ne sont pas actuellement actifs. Mais le gros du phénomène, c'est ça. C'est grosse production dans ce compartiment-là, élimination ici et ici, et échange ici. Donc vous voyez que le modèle est quand même assez complexe. Pour me rapprocher de ce qui se passe ici, la seule solution que j'ai, c'est de faire une biopsie musculaire. Et si je fais une biopsie musculaire, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Je ne peux mesurer dans ma biopsie musculaire qu'une concentration, c'est-à-dire le niveau de liquide. Mais en aucune manière, je ne vais pouvoir mesurer ici la production, la quantité produite ou le débit de production. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas mesurer la production. On sait mesurer une accumulation, la concentration, grâce à la biopsie, mais la production en elle-même, on ne sait pas faire. Alors en ce qui concerne les échanges et les éliminations, alors pour ma part, je vais me focaliser sur un modèle qui peut paraître complètement basique, et je ne vais pas rentrer dans les détails de validation du modèle parce que sinon on va passer les journées, mais ça n'empêche qu'il apporte quand même des informations assez intéressantes. Ça, c'est la courbe d'évolution de la lactatémie pendant la récupération, suivant les preuves que je vous ai données, par exemple 5 minutes à 90%, 6 minutes à 90%. Et cette courbe d'évolution de la lactatémie pendant la récupération peut être décrite par cette formule mathématique, avec un terme exponentiel ici, un deuxième terme exponentiel et une constante. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce modèle-là, il explique plus de 98% de la variance des données expérimentales. Alors, maintenant, si je décortique un peu le système, ici, j'ai ma concentration pendant la récupération, voilà l'évolution de la concentration pendant la récupération. Elle à infini, c'est la concentration que j'ai à un instant infini, c'est-à-dire quand la récupération a été complète. Le premier terme exponentiel, il me décrit l'apparition du lactate dans le sang, en provenant du muscle, et le deuxième terme exponentiel me décrit la disparition du lactate de l'organisme. Alors, puisque ce premier terme exponentiel explique l'apparition du lactate dans le sang, qui vient pratiquement exclusivement du muscle, qui lui est très gros producteur à ce moment-là, puisque je suis à l'exercice intense, les auteurs ont proposé d'interpréter gamma 1, cette constante de vitesse-là, comme étant l'aptitude à échanger le lactate du muscle vers le sang. A l'inverse, gamma 2, ou du moins cette deuxième exponentielle, qui permet d'expliquer la disparition du lactate de l'organisme, les auteurs, eux, ont proposé d'interpréter gamma 2 comme étant l'aptitude à éliminer le lactate de l'organisme. Alors quel est l'intérêt de tous ces paramètres? Maintenant qu'on essaye de quantifier à peu près, si ce n'est pas la production, au moins l'accumulation, si on est capable d'aborder les échanges et l'élimination, quel est l'intérêt de ces paramètres dans la performance? Est-ce qu'ils ont un intérêt valable ou pas? Donc influence de ces paramètres sur la performance. En ce qui concerne donc spécifiquement les échanges. Ça, c'est une étude que l'on a faite donc, chez des sujets sédentaires. Et on leur a fait une épreuve de 5 minutes à 90% de PMA, et on mesure donc, pendant la récupération la cinétique, et on en déduit le paramètre d'échange. C'est là 10 minutes déjà? Oui? D'accord. Donc il me reste, ça c'était les échanges. Et je m'aperçois que le temps à l'épuisement est directement proportionnel pendant une épreuve de temps limite à VO2 max aux échanges. Là, c'est une autre étude qui avait été dans le même style, c'est-à-dire que là, on mesurait les échanges, et par contre, on regardait si on était en relation avec la performance sur un 800 mètres en athlétisme. Là aussi, on obtenait une performance.
Maintenant, qu'en est-il de l'élimination? Là, on revient sur un groupe de rameurs et on a mis en relation l'aptitude à éliminer le lactate avec la performance. Et là encore, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que l'aptitude à éliminer le lactate de l'organisme était liée au pourcentage de VO2 max soutenu pendant la performance. C'est-à-dire que plus on est capable d'éliminer le lactate pendant la récup, mais aussi pendant l'exercice, d'une manière globale, notre organisme il fonctionne de la même manière, plus on est capable d'éliminer le lactate, meilleure sera la performance et meilleure sera notre aptitude à maintenir un pourcentage élevé de VO2 max pendant cette épreuve. Alors, les effets de l'entraînement maintenant. Là maintenant, on va essayer de revenir un petit peu sur l'aspect les uns après les autres, production, échange, élimination. En ce qui concerne la production et la stimulation musculaire de lactate, là encore, c'est un peu difficile, alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur l'animal. Donc ça, c'est une étude de Favier qui est la seule qu'on peut trouver véritablement intéressante sur ce domaine de production et de lactate au cours de l'exercice. Donc il a pris sur l'animal, il a pris des sédentaires, puis il en a entraîné, et il a mesuré les concentrations musculaires de lactate et les concentrations en glycogène. Qu'est-ce qu'il observe? Au repos, entraînés ou non entraînés, ils ont à peu près les mêmes lactatémies, pas la même lactatémie, le même contenu en lactate dans le muscle, et ils ont à peu près le même glycogène musculaire. On les électrostimule pendant 8 minutes, et on regarde à la sortie la lactatémie. On s'aperçoit, pas la lactatémie, le lactate musculaire, pardon. On s'aperçoit que le sédentaire, il a 13 micromoles par gramme du muscle, et 6,9 pour le sédentaire. Ça, bien évidemment, c'est significatif, et on s'aperçoit que l'accumulation est moindre. On parle d'accumulation. Alors la production, on peut toujours spéculer en disant il a moins accumulé. Est-ce que c'est lié à la production ou est-ce que c'est lié au fait qu'ils ont mieux éliminé? On peut toujours se poser la question. Alors il y a un élément de réponse quand même qui est important. Sur la production, c'est justement le glycogène. On s'aperçoit que dans ce cas-là, le glycogène est plus élevé chez les entraînés à la sortie de l'exercice que chez le sédentaire. C'est-à-dire qu'en gros, en partant d'ici pour arriver ici, ils ont moins utilisé de glycogène, les entraînés ont moins utilisé de glycogène que les non-entraînés. Or, le lactate provient de la dégradation du glycogène, donc a priori, c'est le seul argument tangible en faveur d'une moindre production musculaire de lactate. Conclusion, l'entraînement diminue la production et l'accumulation musculaire. En ce qui concerne, alors, quel est l'intérêt d'une moindre production de lactate? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ce paramètre-là, c'est la quantité de lactate qui sort du muscle à l'arrêt de l'exercice. La quantité totale. Et je m'aperçois que je les prends avant entraînement et je les prends après entraînement. Et je m'aperçois que les sujets qui ont le plus diminué leur quantité de lactate qui sort du muscle après l'entraînement sont ceux qui ont le mieux augmenté leur temps limite à VO2 max. Alors pourquoi pourquoi il y a moins de lactate qui sort? C'est parce qu'ils en ont moins accumulé. Donc ceux qui ont le plus diminué la quantité de lactate qui sort du muscle sont ceux qui augmentent le mieux leur performance. Alors en ce qui concerne l'aptitude à échanger, à éliminer le lactate, on s'aperçoit que l'entraînement augmente l'aptitude à échanger et à éliminer le lactate. L'aptitude à échanger a été augmentée de 67%, l'aptitude à éliminer de 47%. Ceci a été fait, ça a été une étude qui a été conduite chez des sédentaires et qui a été obtenue après seulement 4 semaines d'entraînement d'endurance. Donc on voit aussi que la lactatémie, à l'arrêt de l'exercice, a été diminuée de 23%. Or l'intérêt, en ce qui concerne gamin 1, on n'a pas de données tangibles. Par contre, en ce qui concerne gamma 2, on s'aperçoit que ceux qui ont augmenté le plus leur aptitude à éliminer le lactate de l'organisme avec l'entraînement sont ceux qui ont le mieux augmenté leur performance. Plus on améliore l'élimination avec l'entraînement, meilleure sera notre performance. Alors pourquoi? Tout simplement, et ça rejoint la présentation de Jeanne tout à l'heure, c'est que l'aptitude à éliminer le lactate conditionne la lactatémie et conditionne le lactate max. Et vous vous rappelez, au début de l'exercice, au début de la présentation, j'ai bien commencé en disant ce lactate-là intervient dans la fatigue. Or,
ma concentration de lactate est directement dépendante de mon aptitude à éliminer le lactate. Et plus mon aptitude à éliminer le lactate a été augmentée avec l'entraînement, plus faible, ou du moins plus grande sera la diminution de ma lactatémie à l'arrêt de l'exercice. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Ça rejoint aussi ce que disait Jeanne tout à l'heure, c'est-à-dire que plus j'augmente mon aptitude à éliminer le lactate avec l'entraînement, plus j'augmente mon seuil anaérobie, c'est-à-dire ce que moi j'appelle mon seuil anaérobie, c'est-à-dire plus j'augmente la puissance à laquelle, parce que là je l'exprime en pourcentage de VO2 max, plus j'augmente la puissance relative à VO2 max à laquelle j'obtiens cette concentration de 4 millimoles. C'est-à-dire en gros, deux sujets qui vont s'entraîner à 4 millimoles, où je me focalise en les mettant à 4 millimoles, il y en a un qui va s'entraîner à 85% de VO2 max, alors que l'autre il va s'entraîner à 75% de VO2 max. D'accord? Celui qui va s'entraîner à 85% de VO2 max, eh ben, il aura vraisemblablement bien nettement amélioré son aptitude à éliminer le lactate. Donc on va passer ça très rapidement. Voilà, alors je voulais quand même terminer un petit peu là-dessus pour essayer de comprendre où se passe le phénomène des échanges. C'est bien d'améliorer ces échanges, mais qu'est-ce que ça veut dire améliorer ces échanges? Alors c'est un petit peu compliqué, donc je vais aller assez rapidement, simplement pour vous dire que les échanges entre le muscle et le sang dépendent des concentrations de lactate dans le muscle, dans l'interstitium et dans le sang. Ça dépend des protéines qui transportent le lactate à travers la membrane du muscle, d'accord? Le sarcolème, c'est la membrane du muscle, et des processus, on va dire, de pouvoir tampon. Alors le pouvoir tampon, il y a le pouvoir tampon musculaire, et puis il y a aussi le pouvoir tampon extracellulaire. Alors, les échanges, ils dépendent de quoi? Donc ils dépendent des mécanismes de passage à travers la membrane musculaire, la capacité de ces mécanismes, du passage à travers l'espace interstitiel, des mécanismes de passage à travers la paroi capillaire, de la densité capillaire. Plus j'ai de capillaires, plus je pourrai rincer mon muscle, et le débit sanguin local, là aussi, plus mon débit sanguin local est important, plus je pourrai rincer mon muscle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les mécanismes vraiment importants, c'est que l'entraînement, alors là j'ai pas de diapo, mais l'entraînement augmente les mécanismes de passage du lactate à travers la membrane, ils augmentent la densité capillaire, ça vous le savez bien, et ils augmentent aussi le débit sanguin local. Alors là j'ai voulu quand même vous montrer quel était l'intérêt. Pourquoi la densité capillaire? Plus vous avez de capillaires, alors on compare un petit peu ces deux schémas-là, on voit bien que plus, là ce sont une fibre, ça c'est une fibre musculaire, et ça, c'est un capillaire. Plus on a de capillaires, plus on voit que la distance à l'intérieur d'une fibre pour trouver un capillaire, la distance de diffusion est courte. D'accord? Comme la vitesse de diffusion est à peu près la même qu'on soit entraîné ou non entraîné, puisqu'on est dans le même milieu, eh ben, on va plus vite atteindre un capillaire, donc on aura amélioré ces échanges. Et donc nous, on avait obtenu une relation entre la densité capillaire et l'aptitude à échanger le lactate. Et dans le même temps, on avait observé que la densité capillaire était nettement améliorée par l'entraînement. En ce qui concerne l'aptitude à éliminer le lactate, elle dépend de la capacité oxydative du muscle. Qu'est-ce que c'est que la capacité oxydative? Ce sont surtout les activités enzymatiques des enzymes impliquées dans le métabolisme oxydatif, cycle de Krebs, ou respiration mitochondriale. C'est-à-dire là, on se focalise plus sur les enzymes mitochondriales, comme la cytochrome oxydase, bref. En tout cas, c'est l'activité de la mitochondrie. Et on s'aperçoit que ces deux types de constituants sont augmentés par l'entraînement. Alors là, c'est une étude très récente de Thomas qui a montré que l'activité de la citrate synthase, donc l'enzyme du cycle de Krebs, était liée positivement à gamma 2, ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'aptitude à éliminer le lactate était liée à l'activité oxydative du muscle, que l'on considère la citrate synthase ou la respiration mitochondriale. J'essaie d'accélérer un petit peu pour rester dans les temps. Simplement pour vous montrer que sur notre étude à nous, et j'ai oublié de mettre la référence, la citrate synthase était significativement augmentée après 4 semaines d'entraînement d'endurance. J'en terminais là.